effectivement parler de la cheville, plus particulièrement parce que c'est la plus fréquente de l'entorse latérale de la tibiotalienne, et avec un angle peut-être un petit peu surprenant, en fait, c'est celui de l'angle de ce qui se passe, quelle décision on prend sur le bord du terrain, voire même sur le terrain. Alors, parce que finalement, j'ai quelques notions d'anatomie, je connais parfaitement les antécédents de mes joueurs, je vois vaguement quelques signes cliniques. Sur l'imagerie, je sais facilement voir où se trouve une cheville, je connais parfaitement l'épidémiologie, je sais même faire des straps. Mais la question qui m'est posée à cet instant précis, c'est le joueur peut-il, oui ou non, reprendre le match, ou le joueur peut-il, oui ou non, reprendre l'entraînement? Et pour répondre à cette question, on va voir qu'on va essayer de simplifier pour prendre une décision, parce que cette décision, vous la comprenez, il faut la prendre très rapidement, 20 secondes, 30 secondes tout au plus, et évidemment, pas se tromper. Alors, la première question pour répondre à ça, c'est, il suffit peut-être juste de demander au patient ce qu'il en pense. Si la réponse est non, la question est donc, est-ce que tu peux jouer? Si la réponse est non, je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas forcer, je pense qu'à ce moment-là, il faut que le joueur s'arrête pour trois raisons. La première, c'est que d'aller contre l'avis d'un joueur, je pense que c'est prendre un risque, parce que s'il est contre ça, c'est qu'il va jouer avec appréhension, il va jouer avec le pied sur la pédale de frein, et il risque de se blesser autre chose. La deuxième chose, c'est que je suis persuadé que le sportif, quel que soit son niveau, n'est pas un patient comme les autres, et que finalement, il ressent bien mieux son corps, et il pourra dire assez finement si oui ou non il peut reprendre. Puis la troisième raison, qui n'a rien de médical mais plutôt relationnel, c'est que si jamais le patient, le sportif vous a dit non, que vous le forcez à jouer et qu'il se blesse, vous allez en entendre parler pendant 6 mois, 1 an, et on vous le reprochera à juste titre. La réponse est non, no go, il arrête tout de suite. La réponse est oui, je peux jouer. Alors là, ça va poser un problème pour nous, parce que oui, peut jouer. Est-ce que finalement, il n'est pas pris dans l'adrénaline du match? On est en finale de la Champions League, il reste que 4-5 minutes à jouer. Lui, il veut reprendre, mais là, c'est notre devoir de faire notre métier et de confirmer si oui, il peut prendre, il peut rejouer ou pas. Et puis, un autre type de réponse qu'il peut nous apporter, c'est je ne sais pas. Puis finalement, fais ton boulot, doc, fais ton boulot au kiné. C'est à toi, finalement, de me dire si je peux reprendre ou pas. Donc on va arriver à si la réponse est oui ou si la réponse est je ne sais pas, à go, no go, est-ce que oui ou non je le laisse jouer. L'enjeu, il est de taille. Il est de taille parce que si vous vous trompez, si vous dites oui et qu'il a une lésion importante et qu'il va aggraver cette lésion, l'enjeu, il est de taille parce que vous le savez, dans ces histoires d'entorse de cheville, l'entorse de cheville en elle-même nous fait pas trop peur, mais le risque, il est de récidive. Il est la récidive, pardon. Quand on regarde dans les bibliographies, on parle d'un grade 2, on verra ce que c'est après, mais donc un grade plutôt mineur, on parle jusqu'à 30% de récidive. L'enjeu, il est important parce qu'effectivement, il faudra éviter l'instabilité séquelaire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. L'enjeu, il est primordial parce qu'il faudra éviter les douleurs résiduelles. Comment on peut imaginer qu'un sportif puisse jouer avec une douleur sur des appuis latéraux? Et puis, si on se projette dans 15, 20, 25 ans, eh ben, l'enjeu il est important parce qu'il faudra éviter qu'il y ait des lésions chondrales, il faudra éviter d'aggraver des lésions chondrales avec un risque d'arthrose. Et aujourd'hui, tous les Français, tous les sportifs, tous les patients peuvent quand même prétendre à l'âge de 50, 60 ans de pouvoir jouer avec leurs petits-enfants ou de faire de la randonnée entre copains sans grosse douleur sur l'arthrose. Donc pour toutes ces raisons, la décision qu'on va prendre go, no go est finalement très très importante. Alors, comment pas se tromper dans l'urgence? Je vous propose quelques petits moyens. La première règle, c'est la règle du bon sens. Si on regarde cette vidéo qu'on va peut-être voir à l'écran, si elle peut démarrer, c'est encore mieux. La règle du bon sens, c'est qu'effectivement, quand on voit ça, même si j'y connais pas grand-chose, on sent que ça sent mauvais, que probablement il y a autre chose que des ligaments, peut-être des arrachements osseux, peut-être des rétinaculums, j'en sais rien, mais globalement, évidemment, c'est du bon sens, ça sent mauvais et ça sera no-go, et c'est même pas la peine de demander l'avis au patient. Si je traduis ce bon sens en termes médicaux un chouïa plus scientifique, je dirais que effectivement, si j'entends que ça parle ou si je vois d'entendre parler de luxation, de subluxation, on arrête tout, c'est du bon sens. Je jette un coup d'œil sur la cheville de mon sportif. Si je vois qu'il y a la moindre déformation, je ne me pose même pas de questions. On arrête tout ça. Si le sportif ou si dans l'environnement proche du sportif, on a entendu un craquement, je ne me pose pas de questions, je ne cherche même pas à philosopher, c'est non, ça sort tout de suite. Et puis évidemment, c'est peut-être l'évidence principale, si l'appui monopodal est impossible, la question ne se pose pas, on sort le joueur et on sera en situation de no-go.
Si ça ne suffit pas, on va aller un petit peu plus loin. Je vous propose comme règle numéro 2, un tout petit peu d'anatomie, anatomie fonctionnelle. Je pense que Grégory ira plus loin dans ce domaine-là. Si on regarde comment est faite une cheville, il y a le ligament talofibulaire antérieur, là, qui est entouré en rouge, qui s'insère, alors pas tout à fait sur la pointe de la malléole externe, mais vraiment sur la partie antérieure de la malléole latérale, et qui va venir filer en avant et en bas sur le col du talus. Quand c'est un mécanisme en inversion, donc en inversion, c'est le premier ligament qui va partir. Donc ça, c'est le ligament talofibulaire. Et puis si vous regardez, alors j'ai représenté maladroitement par une ligne pointillée sur la diapo un axe qui passerait par les deux malléoles. Il suffit que j'ai juste en tête ça pour en déduire facilement, et c'est même pas la peine de l'apprendre par cœur, je vais en déduire facilement que si je fais une flexion plantaire, ce ligament va être en tension, et ça sera pour moi un testing, tu nous en parleras juste après. Si je mets le pied en inversion, je vais tendre ce ligament, ça fera partie d'un testing. Et puis on pourrait imaginer, enfin plus qu'imaginer, c'est que si j'ai une rupture complète de ce ligament, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir un tiroir de mon astragale, de mon talus, sous le péroné et le tibia. Et on verra, s'il y a un truc à retenir, c'est effectivement cette histoire de tiroir, on verra juste après. Deuxième ligament fondamental, c'est le calcanéofibulaire, qui est un petit peu plus long que le talofibulaire. Son insertion effectivement, elle est sur le ventre de la malléole, un petit peu dans sa partie antérieure, et son insertion distale se fait sur la face latérale du calcanéum. Et là, on regarde aussi, on comprend très très bien avec ce petit schéma, toujours pareil, si je veux faire le testing, il suffit juste que j'ai ce schéma-là et j'ai tout en tête, tout vient facilement. Là, cette fois-ci, c'est en dorsiflexion que je vais mettre en tension. Et quand je mettrai en varus pur de l'arrière-pied, je vais le mettre en tension. Et on y reviendra juste après. On a du bon sens, on a un chouïa d'anatomie. Je vous propose maintenant un tout petit peu de réflexion. Peut-être que sur le tableau qu'on va voir, c'est peut-être finalement la seule chose qu'il faut apprendre quasi par cœur, c'est comment on classe une entorse de cheville. Alors le grade 1, il est tout simple, c'est le ligament talofibulaire antérieur qui est lésé, mais de manière partielle. Dans le grade 1, le ligament calcanéofibulaire est parfait. On en déduit quoi? Pas la peine de faire de la palpation, tout ça. Non, on est sur le bord du terrain, il faut aller vite. On en déduit quoi? C'est que dans le cas d'un grade 1, je n'ai pas de tiroir, parce que j'ai une atteinte partielle, donc j'ai encore une bonne efficience de mon ligament talofibulaire antérieur. Et j'ai évidemment sur le varus forcé, peut-être que j'ai une douleur, mais je m'en fiche. En tout cas, je n'ai pas de laxité, ce qui me signe un ligament calcanéofibulaire. Ça, c'est le grade 1. Je passe au grade 2, vous voyez, tout ça, ça va très vite, et je vais faire les mêmes tests. Le grade 2, c'est le ligament talofibulaire, cette fois-ci, qui est inefficient de manière complète, et un calcanéofibulaire en place. Conséquence, je vais avoir cette fois-ci un tiroir, ok, on l'a vu tout à l'heure, et je vais avoir un varus forcier de l'arrière-pied qui est tout le temps négatif. Je passe au grade 3, cette fois-ci, on a tout le temps forcément le ligament talofibulaire antérieur qui est complètement lésé, mais cette fois-ci, le ligament calcanéofibulaire, il est aussi également lésé. Conséquence, je vais toujours avoir mon tiroir, et cette fois-ci, je vais avoir un varus forcé. Et puis, il y a le grade 3+, qui est un petit peu la même chose que le 3, mais sauf qu'en plus, j'ai une fracture. Vous faites attention, dans la dernière pastille en bas à droite, c'est bien tiroir positif et varus forcé positif, hein, puisque j'ai le ligament calcanéofibulaire qui est pas bon. J'ai fait juste 2 tests cliniques et je peux déjà en déduire que quand je suis en grade 3 ou 3+, c'est un no-go. Je ne sais pas si on peut revenir sur la petite anatomie du ligament calcanéofibulaire, si on peut revenir facilement dessus. Non. Bon, peu importe, Jérôme, tu en reparleras. Le calcanéofibulaire, quand il est atteint, c'est méfiance, warning, puisqu'en fait, c'est un ligament qui va intéresser 2 articulations, la sous-talienne et puis la tibiotalienne. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, on le voit très très bien, le calcanéofibulaire, vous voyez, qui vient cravater le talus entre deux, et donc être responsable, maintenir les 2 articulations. Donc ça veut dire que quand on a une lésion complète de ce ligament, c'est warning, c'est un grade 3, et on arrête tout, parce que là, il y a forcément un gros risque d'instabilité. On avance, puisque grade 3, grade 3+, on arrête tout, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est un grade 1 ou quand c'est un grade 2 ? On va essayer de pousser un petit peu plus loin, on va se poser la question de savoir est-ce que oui ou non il y a une fracture. Alors comment savoir sur un terrain en moins de 30 secondes s'il y a une fracture ou pas, sachant que Jérôme Renou n'est pas à côté de nous et il n'est pas venu avec son IRM portable. Donc comment répondre à cette question sur le terrain? Je pense qu'on y reviendra après, mais il y a ce qu'on appelle les critères d'Ottawa. Alors ce qui est surprenant,
pour la petite histoire, c'est que les critères d'Ottawa, ça fait quasi 30 ans qu'ils ont été inventés. Et au début, c'était pas du tout pour le monde sportif, ça n'avait rien à voir. C'était juste de comment faire des économies et permettre aux médecins généralistes de ne pas demander systématiquement des radios à toutes les entorses de cheville. Donc on était très très loin du monde du sport. Et que disent ces critères d'Ottawa? Ils disent que il y a une suspicion de fracture, donc oui, il faut faire une radio. Si le patient a plus de 55 ans, on peut imaginer une ostéopénie, une ostéoporose qui fragilise l'os, c'est pour ça qu'on parle de ces 55 ans. Un autre argument, c'est de dire, si mon patient, si mon sportif est incapable de faire plus de 4 pas, à ce moment-là, il y a un risque de fracture et on fera des radios. Et puis, on va peut-être regarder sur l'Ottawa, sur le schéma avec les pieds. On va s'intéresser cette fois-ci, voilà, on les a, on va s'intéresser cette fois-ci à la palpation. Sur la cheville de gauche, on est sur la face externe. Et on va venir palper, essayer de chercher une douleur sur les 6 derniers centimètres de la fibula. Et vous voyez que c'est... Pour être précis, c'est les 6 derniers centimètres, c'est ce que je viens de dire, mais c'est sur la partie toute postérieure, puisque en devant, j'ai mes deux ligaments de la cheville, donc j'aurai mal, donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment, est-ce que j'ai une douleur? Oui, non, sur la partie postérieure des 6 derniers centimètres de la fibula. Puis sur la face externe, il y a un autre endroit qu'on va venir palper, c'est la base du 5e méta, sur lequel en fait s'insère le ligament, le tendon court fibulaire et qui peut venir effectivement facilement arracher. On va passer sur la face interne, on va avoir le même raisonnement sur les 10 derniers centimètres, cette fois-ci du tibia, toujours sur la partie postérieure. Et puis en miroir de ma base du 5e méta, je vais avoir l'os naviculaire, sur lequel s'insère le tibial postérieur. Évidemment, si j'ai une suspicion de fracture, je ferai la radio, on verra ce que je ferai après, mais évidemment, on arrête tout et c'est no-go. Si on fait la synthèse, est-ce que tu veux, oui ou non, jouer? Non, je ne veux pas jouer, no-go. La règle du bon sens, est-ce qu'il y a des déformations, des luxations, des craquements? Oui, il y en a, on ne se pose pas de questions, ça sort. On a un varus de l'arrière-pied qui nous signe un grade 3 par une lésion du calcanéo-fibulaire, on sort. Ottawa positif, c'est-à-dire j'ai une suspicion de fracture, on sort. Mais non, il ne nous reste plus que 2 choses. Il nous reste à discuter du grade 1 et du grade 2. Alors, c'est là que les choses se compliquent, c'est là qu'il faut faire le bon choix. Je pense que, pour ma part, on va tenter le coup. On va se dire, écoutez, oui, finalement, tu es sportif de haut niveau, un grade 1, ça peut jouer, on ne prend pas d'énormes risques. Mais avant de me ridiculiser, si jamais je me suis trompé, je vais d'abord essayer de voir si le sportif peut jouer. Alors pour ça, ça n'a rien de scientifique, mais on va essayer de faire un sprint sur 10 appuis, en me disant s'il n'est même pas capable de sprinter sur 10 appuis, c'est pas la peine qu'il retourne sur le terrain. On va lui demander de faire quelques sauts en zigzag pour tester les appuis latéraux. On va lui demander de faire des squats qui vont nous permettre de voir si on peut avoir une flexion dorsale de la tibia astragalienne, et puis des sautillements avec des sauts monopodaux. Si à partir de là, le patient peut les faire, si la douleur est acceptable, un coup de bombe de froid magique, un coup de strap peut-être mieux fait que celui qu'on voit, parce que là, il ne va pas aller très très loin, et puis go. Et je pense qu'avec ça, on ne prend pas énormément de risques à le faire jouer. Et puis, évidemment, on est en médecine du sport, il y a quand même des choses qui doivent nous titiller, des warnings. La fracture, on en a déjà parlé, on verra avec Jérôme ce qu'il y a lieu de faire en première intention, radio, scanner, IRM. Et puis il y a l'histoire de la syndesmose. La syndesmose, c'est à mon sens un piège, parce que le sportif se présentera comme une entorse de cheville. Et voire même une entorse de cheville quand cliniquement je l'examine, il n'y a pas le feu, quoi. Il n'y a pas le feu parce qu'une entorse de cheville, je vais me mettre sur le ligament talofibulaire et vous voyez qu'il n'est pas concerné par la syndesmose, donc tout va bien. Le calcanéo-fibulaire, tout va bien. Et donc, si je fais mes petits tests de varus, tout ça, tout va bien. C'est un petit grade 1, il rejoue. C'est pas si simple que ça. Si on s'intéresse à la syndesmose, on peut peut-être mettre la diapositive précédente. Donc on a le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, le tibio-fibulaire postéro-inférieur. On a également le ligament interosseux, donc entre le tibia et le péroné, et qui est doublé par le ligament tibio-fibulaire transverse. Le souci de la syndesmose, alors je pense que si vous suspectez une syndesmose, ne vous prenez pas la tête, ça sort. C'est trop compliqué et vous allez comprendre pourquoi les conséquences peuvent être vraiment dramatiques, surtout si on passe à côté. Parce que cette mortaise, cette pince,
La syndesmose, c'est effectivement tous ces ligaments permettent de maintenir cette pince. Si elle n'est pas bonne, on va avoir une laxité. Et si elle n'est pas bien prise en charge, ça va être une laxité à vie potentiellement difficilement rattrapable. On en parlera peut-être après, parce que là on n'est plus sur le bord du terrain. Moi, enfin, on verra ce que vous en pensez, Jérôme, mais moi c'est sûr que sur une syndesmose, je vais m'intéresser au ligament tibio-fibulaire antérieur. J'accepte qu'il soit rompu. Et très vite, ma deuxième question va être, est-ce que tu peux me donner l'état, et très précisément, du ligament, cette fois-ci postérieur? Et si le ligament postérieur est atteint, alors probablement, je suis sûr en tout cas qu'il va y avoir probablement un diastasis, probablement que le ligament interosseux va être touché, et en tout cas là c'est grave, et ça demande au moins, je pense, l'avis à un chirurgien. Un petit truc peut-être clinique pour savoir si je suis dans une entorse classique de cheville ou dans une syndesmose, c'est que dans la syndesmose, les signes, on le voit bien on le devine bien sur l'anatomie, vont être au-dessus de la ligne tibio-talienne. Alors qu'une entorse de cheville, on va être en dessous. C'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et ce qui doit mettre la puce à l'oreille aussi, c'est si vous avez la possibilité de demander quel a été le traumatisme, ça va être plus un traumatisme en rotation externe du pied plutôt qu'une inversion. Si je reviens au warning avec la syndesmose, que je sais que vous en parlerez, Jérôme, il y a évidemment l'atteinte du ligament deltoïdien auquel il faudra faire attention, les lésions du tendon fibulaire, les lésions du tendon calcanéen, vous nous en parlerez. Ce qui est certain, c'est que dans l'entorse de cheville, et je ne dis pas ça parce qu'on est kinésport, c'est une certitude, la kiné est primordiale, et contrairement à ce qu'on faisait avant, la kiné doit être commencée le plus tôt possible. Avant, on ne se posait pas toutes ces questions. Il y a 15-20 ans, quand je dis avant, c'est pas il y a 150 ans, il y a 15-20 ans, une entorse de cheville, même grade 1, grade 1, 2, c'était 3 semaines d'immobilisation avec une résine, donc on prenait 0 risque, et puis après c'était de la kiné. Ça, c'est une hérésie, on ne peut plus faire ça. La kiné doit commencer le plus rapidement possible, donc ça impose un diagnostic rapide.